fermé, interdit des édifices abandonnés de Montréal. Cette année, j'ai fait un suivi des bâtiments vacants dans les régions 3 et 7, c'est-à-dire Rosemont, Petite-Patrie, puis Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Alors, un suivi assez serré, avec un rappel fréquent des propriétaires. Ce tableau-là, c'est toutes des situations de bâtiments vacants à Montréal qui ont été réglées. Les 3 photos du haut, c'est des situations qui ont été réglées par les propriétaires avec des subventions de la Ville de Montréal. Le reste des bâtiments, c'est des bâtiments qui ont été démolis, sauf un en bas qui a été rénové par le propriétaire lui-même. L'ensemble a été démoli par les propriétaires. En fait, ceux qui nous identifient le bâtiment vacant, souvent, c'est des voisins, ou c'est des inspecteurs en dépistage, ou c'est le service de prévention des incendies qui nous appelle, dit, ben voici un bâtiment vacant à telle adresse. À ce moment-là, on va voir, on fait une évaluation du bâtiment. On contacte le propriétaire, puis on commence les démarches, savoir si on oriente le bâtiment vers une rénovation ou vers une démolition. Là, j'appelle pour vous aviser que cet après-midi, là, présentement, il est 10h moins 5. Cet après-midi, à 13h, il va y avoir une équipe pour défaire le mur de briques. Et puis, la brique va être laissée dans la cour avant. Là, il y a un peu d'espace encore entre le domaine public et votre bâtiment. On va piler la brique là et on va la mettre de côté. Alors, vous pouvez toujours me rejoindre au même numéro que je l'ai laissé hier. Je l'appelle parce que avant-hier plutôt, j'ai envoyé une mise en demeure. Je lui ai donné 24 heures pour réagir. Et puis, passé ce délai-là, ça bouge pas, on prend pas la chance. On a mis un périmètre de sécurité entre-temps, puis ça donne pas de résultat. Ça, c'est une transformation d'un bâtiment mini-entrepôt en loft résidentiel. La plupart des propriétaires ont beaucoup de difficultés à saisir exactement l'implication de ces transformations-là. On nous arrive avec des transformations où c'est vraiment non conforme, on met la sécurité des gens en danger. Alors, nous, notre rôle, c'est vraiment de s'assurer que la réglementation est appliquée. On n'est pas un organisme coercitif. Notre rôle, c'est de pointer aux gens, avant qu'ils fassent les travaux, quelles sont les exigences réglementaires qu'ils doivent rencontrer. Et on applique un code qui est là pour simplement les aider à finalement assurer la sécurité du public dans leurs édifices. C'est une meunerie qui est inactive depuis au-dessus de 15 ans. C'est un bâtiment qu'on a dû barricader plusieurs fois. Le propriétaire doit refaire le barricadage constamment parce qu'il y avait des squatteurs qui trouvaient les lieux fort intéressants. Ça, c'est vraiment un lieu qui est barré. Il n'y a jamais personne qui rentre ici, pour les raisons de sécurité, évidemment. Alors, on peut monter encore plus haut. Il y a une porte là. Je penserais que... Je dois essayer de voir. Non, il y a un couloir là. À partir du moment où le
bâtiment est ouvert aux intempéries, évidemment. Le taux d'humidité fait que tout ce qui est revêtement là, se dégrade très rapidement. On a eu des problèmes de barricadage cet été. Là, on voit des signes d'occupation assez récents. On voit des signes comme des traces de matériaux qui ont été utilisés pour faire des feux, se réchauffer, comme des graffitis, comme on en voit un ici. Ben, pas un graffiti, dans le fond, une très belle murale. Alors, c'est certain que Montréal a eu toujours une forte concentration d'industries très importante et toute la structure industrielle s'étant renouvelée. On parle beaucoup plus d'industrie du savoir aujourd'hui que de grosses meuneries comme celle-là. Il n'y en a pas beaucoup. Dans notre lot, on en a peut-être une trentaine là, qui sont des bâtiments industriels très, très difficiles à recycler. Donc, il faut attendre que le secteur reprenne vie avec du résidentiel. D'ailleurs, le long du canal, c'est ce qui va se faire graduellement. La période de transformation est longue. Mais effectivement, c'est assez difficile. Mais Montréal, avec les plans de revitalisation, je pense qu'on réussit à redonner vie à certains secteurs. Il faut vraiment transformer la ville. Une ville, c'est vivre. Alors, on a ici, on va rentrer dans un bâtiment de 16 logements qui est vacant depuis 3 ans. Et c'est un bâtiment qui a été en fait repris par les créanciers et on a vidé tranquillement les locataires. Mais c'est un bâtiment qui a des problèmes de structure très importants qui va devoir être réparé de façon majeure avant qu'on puisse l'habiter de nouveau. Dans un cas comme ici, on va voir à ce que le bâtiment soit maintenu étanche, parce que dès que l'eau va commencer à rentrer, là, la dégradation va se faire très rapidement. Alors, si le propriétaire ne fait pas ce qu'il a à faire, on va à la limite faire les travaux nous-mêmes pour rendre le bâtiment étanche. Sinon, là, il y en a peut-être déjà des signes un peu d'infiltration, ou à moins qu'on ait vérifié qu'il n'y a pas d'infiltration. Quand c'est ça, évidemment, la peinture en prend un coup, comme on peut le voir, là, mais au moins la dégradation n'est pas trop grave. Parce qu'il faudrait que ce bâtiment-là soit récupéré peut-être d'ici les 3-4 prochaines années ou plus tard. Mais sinon, là, les coûts de réparation augmentent constamment. Et c'est à ce moment-là que la rentabilité d'un projet de réhabilitation change complètement de niveau. Dans ce cas ici, nos ingénieurs ont examiné la structure. Il est jugé récupérable parce que la structure, une fois corrigé les défauts majeurs, là, on voit que, évidemment, à part la peinture, là, il y a beaucoup de travaux à faire, mais c'est un bâtiment qui est récupérable et qui serait éligible à des subventions. Mais là, on parle de plusieurs, probablement 300 000 à 400 000 le maximum prévu par le programme. Ce serait un programme majeur, mais évidemment, il faut que le propriétaire puisse faire sa part. C'est toujours ça le problème. Dans ce cas ici, ça semble assez difficile.
Avant même qu'il soit vacant, nos inspecteurs sont intervenus souvent pour des plaintes dues au code du logement. Donc, il peut y avoir des infiltrations d'eau, les fenêtres ne ferment pas correctement, le manque d'entretien fait par le propriétaire fait que les locataires peuvent se plaindre. Et là, nos inspecteurs interviennent et forcent le propriétaire, soit avec des amendes ou des avis, à faire les réparations pour éviter que le bâtiment se détériore. Évidemment, là, à cause de la vacance, là, il n'y a plus d'entretien qui se fait dans ce bâtiment-là, mais nos inspecteurs voient dans les bâtiments à ce que ça ne se détériore pas d'aucune façon. C'est vraiment très important pour éviter que le parc bâti de la ville se détériore. Dans un bain public, un des 3 bains qui sont à vendre actuellement, qui sont des bâtiments maintenus en état de veille. Alors, c'est un bain qui a cessé ses opérations il y a environ 3 ans. Il y avait des baigneurs, il y avait des bruits de vie ici. Maintenant, les lieux sont déserts. Ça a été utilisé pendant quelques semaines, il y a 1 an, pour faire une exposition. Le lieu est assez spécial. Maintenant, en termes de bâtiment, comme tel, dans le milieu urbain, c'est assez difficile de lui trouver une autre vocation. Ça pourrait peut-être être recyclé. Et là, ça dépend de quel projet on veut faire. Qu'est-ce qu'on fait avec un bassin? Est-ce qu'on le remplit? Est-ce qu'on le défait? Alors, un bain comme celui-là, c'est vraiment un bâtiment absolument unique. On a réussi dans les dernières années à en vendre 2 qui ont été recyclés en bâtiment résidentiel. Un autre a été transformé en musée. Il en reste 3 à vendre. Est-ce que celui-là va devenir résidentiel ou commercial? C'est très difficile à prévoir. Ça fait partie des quelques bâtiments qui sont tout à fait uniques. On a, dans la ville de Montréal, 170 000 bâtiments et seulement 200 bâtiments sont vacants. Alors, c'est vraiment assez unique d'avoir un bâtiment vacant de cette nature-là. Dans le cas des bâtiments vacants, ça va demander une attention particulière parce qu'un bâtiment vacant cause des nuisances aux voisins, surtout à cause de la valeur esthétique ou de la valeur... on peut avoir des problèmes avec des rats, des problèmes avec de la structure qui peut s'affaisser. Certains des bâtiments sont visités jusqu'à 1 fois par mois. Dans l'ensemble, l'an dernier, on a fait au-dessus de 1000 inspections seulement pour les bâtiments vacants. C'est pour dire comment ça demande de l'attention. En fait, la moitié de nos bâtiments vacants ne posent pas de problème. En dedans d'1 an et demi, le recyclage est fait, soit qu'on procède à la démolition ou à la rénovation parce qu'on a de très bons programmes de subvention. Maintenant, lorsque c'est pas le cas et que le propriétaire ne fait pas ce qu'il a à faire, dépendant du lieu, le bâtiment vacant est une espèce d'aimant pour les squatteurs parce que ça devient une place à la fois interdite, à la fois cachée où on peut s'amuser ou même vivre. Certains qui n'ont pas de résidence veulent profiter d'une place gratuite. Et là, il faut vraiment faire attention parce que le barricadage, s'il n'est pas fait comme il faut, va être à refaire constamment. Alors, c'est une lutte constante. Alors, nos inspecteurs interviennent, le service de la police intervient, les agents de prévention incendie aussi interviennent, et même tous les inspecteurs de la ville, et on dit souvent aux citoyens, les voisins sont souvent les meilleurs gardiens, on leur demande de nous signaler des signes d'occupation dans un bâtiment qui, normalement, devrait être constamment maintenu vide et bien barricadé. Une œuvre d'art, témoignage de notre passé artistique qu'il faut protéger.